Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce lundi 28 octobre. Le feu vert des 27 à un report du Brexit. Cette fois, le Royaume-Uni a jusqu'au 31 janvier pour sortir de l'Union européenne, alors que les députés britanniques devaient se prononcer sur la tenue de législatives anticipées dans le pays. Le tour de vis du gouvernement français après le fiasco de l'EPR de Flamanville. Il demande à EDF un plan d'action sous un mois pour redresser la filière nucléaire. Les circonstances du raid qui a conduit à la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi se précisent. Un coup porté au groupe État islamique qui perd ainsi son leader, mais reste opérationnel sur le terrain, prévient la communauté internationale. En France, une œuvre de Cimabue a battu des records aux enchères. Le Christ moqué, longtemps détenu par un particulier, s'est envolé pour 24 millions d'euros. Les 27 ont dit oui à un report de la date butoir du Brexit. Londres aura jusqu'au 31 janvier pour quitter l'Union européenne, malgré les engagements initiaux de Boris Johnson. Le récit de Sandrine Delorme. Les 27 pays de l'Union européenne ont donné leur feu vert à un report de la date de sortie butoir du Royaume-Uni. Les Britanniques auront donc jusqu'au 31 janvier 2020 pour examiner le plan de sortie de l'Union européenne de 110 pages et se mettre définitivement d'accord. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk, sur son compte Twitter après une nouvelle réunion des ambassadeurs. Cette décision devrait être formalisée par écrit. Vendredi, les 27 n'avaient pu parvenir à un consensus après la demande du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui avait pourtant juré que jamais il ne demanderait un nouveau délai à l'Union européenne et avait promis le Brexit avec ou sans accord au 31 octobre. Londres dispose donc d'un délai supplémentaire alors que Paris appelait à en limiter la durée. Alors quels sont les effets de ce nouveau report et peut-il mettre un terme aux incertitudes sur le fond? Décryptage avec Grégoire Laurie, notre correspondant à Bruxelles. Très concrètement, les 27 accordent au Royaume-Uni un délai de 3 mois supplémentaires. Toutefois, c'est un compromis flexible. Autrement dit, si Londres est en mesure de réaliser son retrait avant le 31 janvier, cette option est possible. Si l'on en croit différentes sources, il n'aura fallu qu'un petit quart d'heure aux ambassadeurs des États membres pour donner leur feu vert. En fait, la durée de cette extension a fait l'objet de nombreuses tractations tout au long du week-end. La France a répété ces derniers jours vouloir un report le plus court possible. Si le président français n'a pas eu gain de cause, le texte est tout de même assorti de conditions. Londres ne doit pas porter atteinte aux décisions à long terme de l'Union européenne. Ce délai ne doit pas servir à rouvrir les négociations sur le Brexit. Enfin, le Royaume-Uni devra désigner un commissaire européen, puisque Londres reste en effet un État membre de plein droit. Cette prorogation doit maintenant être formellement approuvée par les gouvernements nationaux, mais il ne sera pas nécessaire de convoquer un sommet européen extraordinaire pour cela. Les 27 vont avoir recours à une procédure écrite. Elle devrait être lancée à partir de mardi et ne devrait pas durer plus de 24 heures. Ce délai est loin de résoudre les questions sur la sortie du Royaume-Uni, mais il apporte temporairement un peu de calme et au moins une certitude, le Brexit ne pourra pas avoir lieu avant le 31 octobre, puisqu'il n'y a toujours pas de compromis légalement validé. Toujours au Royaume-Uni, le chauffeur de camion a été maintenu en détention après la découverte de 39 corps de migrants dans le véhicule. La police a procédé à une nouvelle interpellation alors que l'origine des victimes semble se préciser. Les explications de Maxime Baïs. Le chauffeur du camion où 39 personnes sont mortes la semaine passée va donc devoir rester en prison plus longtemps. Le tribunal de Chelmsford a décidé de maintenir en détention Maurice Robinson pour homicide involontaire, trafic d'êtres humains, aide à l'immigration illégale et blanchiment d'argent. L'homme âgé de 25 ans et originaire d'Irlande du Nord a été arrêté à une trentaine de kilomètres de Londres, peu après la découverte des corps dans le camion frigorifique. Un autre homme également d'Irlande du Nord a été arrêté par la police samedi. Quant à l'origine de la plupart des 39 victimes, la piste du Vietnam est désormais privilégiée. D'après les médias locaux, 24 d'entre elles pourraient être originaires de Ha Tin, une région très pauvre au sud de Hanoï. En attendant les résultats des analyses ADN, pour les familles restées sur place, l'attente devient insoutenable. C'est très effrayant, je ne savais pas comment il a été transporté. Si j'avais su avant, je n'aurais jamais accepté de le laisser partir. Mais il n'y a pas de travail ici, et la vie est dure. Alors j'ai dû le laisser partir à l'étranger pour qu'il gagne mieux sa vie.
Face à l'émotion soulevée par le drame en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson s'est rendu ce lundi à Grays, là où le camion a été retrouvé. Il a signé un recueil de condoléances. Devant le Parlement la semaine dernière, il s'était dit horrifié et avait appelé à intensifier la lutte contre les passeurs. En France, des tirs ont éclaté aujourd'hui devant une mosquée de Bayonne. Plusieurs personnes ont été blessées et un suspect a été interpellé. 2 personnes ont été gravement blessées par balle devant la mosquée de Bayonne lundi après-midi. Selon la préfecture, un homme a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'être surpris par 2 personnes et de leur tirer dessus. Le tireur a également incendié un véhicule avant de prendre la fuite. Karim Essama, le vice-président de la mosquée de Bayonne, témoigne. L'assaillant est venu avec un bidon d'essence pour cramer la mosquée et donc il était armé aussi. Donc il a tiré sur les 2 personnes qui étaient là et il a mis une voiture en feu. Donc il a brûlé la voiture et une personne qui était blessée s'est cachée sous la voiture, mais heureusement qu'il y avait des personnes pour le sortir. Sinon il aurait cramé avec la voiture. Le tireur présumé a été interpellé à son domicile à Saint-Martin-de-Seignan, situé à 16 km de Bayonne. Selon la police, il s'agit d'un homme âgé de 84 ans. Il a été le candidat du Front National en 2015 aux élections départementales. Le périmètre de la mosquée a été sécurisé par la police nationale. Le gouvernement français donne un tour de vis après le fiasco de l'EPR de Flamanville. Il exige désormais un plan d'action sous un mois de la part d'EDF pour redresser la filière nucléaire. Johan Massard. Après le fiasco de l'EPR de Flamanville, le gouvernement français durcit le ton. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, exige un plan d'action à EDF d'ici un mois pour redresser la filière nucléaire en perte de vitesse. La filière nucléaire doit se ressaisir. Elle doit se ressaisir dans les meilleurs délais et se remettre aux meilleurs standards de construction industrielle. Il en va de notre souveraineté énergétique et de la santé financière de notre premier énergéticien, EDF. Cette déclaration fait suite à un rapport sur le réacteur de Flamanville dévoilé lundi qui a pour objectif de faire le point sur les dérapages liés à sa construction. Ce réacteur nucléaire de 3e génération, conçu pour offrir une puissance et une sûreté améliorées au nucléaire français, a subi de nombreuses déconvenues. Fissures, soudures ratées et autres malfaçons ont entraîné de nombreux retards et une augmentation des coûts. Le projet devrait coûter 12 milliards d'euros, soit 4 fois plus qu'initialement prévu. Sa construction a débuté en 2007, mais aujourd'hui le projet a plus de 10 ans de retard. La livraison de celui qui devait être le fleuron du nucléaire français ne serait pas prévue avant 2022. Le groupe État islamique semblait décapité après l'annonce de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. Mais sa succession est désormais ouverte pour prendre les rênes de l'organisation terroriste. Et les représailles ne sont pas à exclure. Le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande au préfet de faire preuve de vigilance sur l'ensemble du territoire. Et ses partenaires européens appellent aussi à poursuivre la lutte contre ce groupuscule. Une fin brutale, un règne de terreur. Au lendemain de l'annonce de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, la nouvelle est saluée par la communauté internationale. Le leader de Daesh aurait déclenché une ceinture d'explosifs alors qu'il était cerné par les forces spéciales américaines dans une région reculée de Syrie. La Turquie affirme avoir joué un rôle dans l'opération et elle rappelle que la lutte contre Daesh n'est pas terminée. Nous allons continuer à lutter contre les groupes terroristes comme l'YPG, le PKK et Daesh. La Turquie a coopéré avec les États-Unis pour neutraliser le leader de Daesh, Baghdadi, avant la tenue de l'opération. Daesh a revendiqué de multiples attentats en Europe. À Berlin, le porte-parole d'Angela Merkel rappelle que l'organisation terroriste représente toujours un danger. Nous pensons aux personnes ici en Europe et dans le monde qui ont perdu la vie dans des attaques terroristes perpétrées par Daesh. Nous pensons à eux et à ceux qui ont perdu un proche à l'occasion de l'annonce de la mort d'al-Baghdadi. Il ne peut plus donner des ordres monstrueux, mais cela ne signifie pas pour autant que la lutte contre Daesh est terminée. Réaction plus prudente du côté de la Russie, qui a souligné que la mort d'al-Baghdadi serait une contribution majeure dans la lutte contre le terrorisme si la nouvelle était vraie. Il aura fallu plusieurs années aux Américains et à leurs alliés locaux pour reprendre le contrôle des zones tenues par al-Baghdadi.
La Turquie menace de passer à l'action si les forces kurdes n'accélèrent pas leur retrait de la bande frontalière avec la Syrie. Ankara a mis fin à son offensive pour l'instant, mais ne relâche pas la pression sur les combattants du YPG. Près d'une semaine après la signature de l'accord russo-turc à Sotchi, les forces kurdes continuent de refluer en provenance des zones frontalières. Selon les modalités fixées par le texte, les combattants des YPG doivent se retirer d'une zone de 30 km de profondeur le long du fleuve Euphrate qui sépare la Turquie de la Syrie. Un retrait qui doit être opéré en 150 heures, fin de l'ultimatum ce mardi. Si sur le terrain les YPG quittent le secteur, cela ne va pas assez vite pour Ankara. 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse s'ils ne se retirent pas jusqu'à 30 km de profondeur, la Turquie expulsera ces terroristes de là, conformément à l'avis donné au YPG par les Russes. Par conséquent, s'il y a des combattants qui ne se retirent pas, nous les tuerons. Ce n'est pas parce que nous avons interrompu l'opération après l'accord que nous ne ferons rien contre les terroristes qui y restent. Pour Ankara, les YPG sont des terroristes alliés du PKK turc. Ces combattants étaient pourtant une composante importante des forces démocratiques syriennes qui ont contribué à la défaite de Daesh dans la région. Avec l'accord de Sotchi, les velléités d'autonomie des Kurdes dans le nord-est de la Syrie semblent remises en question pour très longtemps. Alberto Fernandez remporte la présidentielle en Argentine. Le péroniste a battu le chef de l'État sortant Mauricio Macri dès le premier tour dans un contexte de crise économique majeure. La colistière du vainqueur n'est autre que l'ancienne présidente Cristina Kirchner qui obtiendrait donc le poste de vice-présidente. Tous deux ont appelé le président sortant Mauricio Macri à user des derniers jours de son mandat pour prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer la situation dramatique de l'Argentine. Selon le ministère de l'Intérieur, la participation a atteint 80%. C'est une œuvre qui aurait pu encore rester longtemps à l'abri des regards. Le Christ moqué de Cimabue a été vendu aux enchères en France. Une œuvre rare qui a déjoué toutes les estimations. Pendant des années, ce petit tableau du maître italien du XIIIe siècle, Cimabue, a trôné au-dessus d'une plaque chauffante dans la cuisine d'une dame âgée de Compiègne, au nord de Paris. Découvert en début d'année après demande d'expertise, le Christ moqué a été adjugé 24 millions d'euros lors de la mise aux enchères de la maison Actéon à Senlis, plus de 4 fois le prix de l'estimation. Alors en fin de compte c'était la vente de tous les possibles, c'est-à-dire qu'un peintre immense, Cimabue, est une œuvre unique sur le marché, il n'y en a pas d'autre. À partir de là, tous ceux qui voulaient avoir une peinture de Cimabue aujourd'hui, eh bien ils étaient prêts à tout. Voilà. Alors évidemment notre estimation, on savait qu'il y avait un potentiel derrière, j'ai envie de dire qu'à 10-12 millions on était déjà immensément heureux, terminé à 24 180 000, c'est au-delà de tous nos rêves. Sans les frais, sous le marteau, la somme s'est élevée à 19,5 millions d'euros. Le Christ moqué est ainsi devenu le tableau primitif, autrement dit pré-1500, le plus cher au monde. Du peintre Cimabue, seule une dizaine d'œuvres ont survécu. Celle-ci a été réalisée sur un panneau de peuplier avec de la peinture à l'œuf sur fond d'or. Il date de 1280. Né à Florence, Cimabue, ou Ceni di Peppo, est l'un des premiers peintres à avoir utilisé la perspective et peint dans un style plus naturel, rompant ainsi avec les traditions byzantines. La famille, propriétaire du tableau, qui ne savait pas expliquer sa provenance, a dû se mordre les doigts d'avoir ignoré pendant si longtemps qu'elle détenait un tel trésor. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.